Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré hier des membres des partis politiques et groupements membres du cadre permanent de concertation au palais présidentiel. Au menu des échanges, le référendum sur la nouvelle constitution ivoirienne. Il s'est agi pour le chef de l'État de prendre en compte les observations des uns et des autres en vue de trouver un consensus autour de la question. Intéressons-nous à présent aux activités de son épouse. La première dame de Côte d'Ivoire continue de déployer des efforts pour l'éradication du VIH-Sida en Afrique. En sa qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-Sida et face au plus grand donateur américain, Dominique Ouattara a lancé un appel de fonds en faveur des enfants infectés, estimé à 2 600 000 sur le continent. Abiba Dambélé-Saoui. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, poursuit son offensive aux côtés de l'ONU-Sida pour l'élimination du sida pédiatrique. L'ambassadeur spécial de l'ONU-Sida était l'invité d'un cercle très fermé de grands donateurs américains qui se sont dit prêts à l'accompagner dans cette noble mission. Tout le monde s'est mis d'accord pour travailler sous l'égide de la première dame. Toutes ces organisations ont annoncé des ressources qu'ils vont mettre à la disposition des pays essentiellement africains pour mettre fin à l'épidémie de sida. Le directeur exécutif de l'ONU-Sida, Michel Sidibé, a présenté l'ampleur du sida pédiatrique en Afrique et lancé un appel de fonds pour combattre cette pandémie, grâce notamment à la lutte contre la transmission mère-enfant. 90% des enfants infectés vivent en Afrique. L'ambassadeur spécial de l'ONU-Sida pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique a plaidé la cause des enfants africains victimes du sida, dont la plupart n'ont pas accès aux traitements antirétroviraux. Nous sommes venus du monde entier, ici, à New York, afin de nous concentrer sur un enjeu hautement important, celui de protéger les générations actuelles et futures du VIH-Sida. Nous disposons aujourd'hui de tous les outils pour mettre fin au sida pédiatrique. Et pour y parvenir, il nous faut maintenir l'engagement et le soutien de tous les acteurs, à savoir les politiques, les fondations philanthropiques, le secteur privé, les organisations multilatérales, les communautés et la société civile. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est fortement engagé à être l'un des premiers pays à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est pourquoi nous soutenons fortement l'action de l'ONU-Sida et à cet effet, mon pays a contribué financièrement de manière significative pour appuyer ces efforts. En ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-Sida, mais aussi et surtout en tant que mère, je sais pouvoir compter sur votre appui continu afin qu'ensemble, nous mettions fin au sida et en particulier au sida pédiatrique. La Fondation Elma Philanthropie et du Grand-Duché du Luxembourg et les principales organisations humanitaires des États-Unis ont pris l'engagement d'accompagner la première dame de Côte d'Ivoire dans son combat pour la généralisation des traitements contre le VIH au bénéfice des enfants séropositifs. Direction le Parlement, le projet de loi relatif à la consommation a été validé lundi par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Ce texte vient renforcer l'arsenal juridique en matière de protection des consommateurs. D'ici à 2040, le nombre de membres de la classe moyenne sur le continent, actuellement estimé à 78 millions, va atteindre 224 millions, selon une étude Ipsos rendue publique hier par le groupe CFAO. La classe moyenne est caractérisée par un bon niveau d'éducation, un revenu raisonnable et un mode de consommation tourné vers les biens et services plus élaborés. Pour en savoir plus sur cette classe moyenne et son impact sur la croissance économique, suivons ce reportage proposé par Adama Kone. Le continent africain n'est plus constitué d'une minorité d'aisés et d'une immense majorité de pauvres. Une catégorie socio-professionnelle se fait de plus en plus remarquée, la classe moyenne. C'est une classe qui arrive à dépenser, disons, entre 6 et 20 dollars américains tous les jours souvent en dehors des dépenses de subsistance.
à savoir simplement se nourrir et se loger. C'est une classe de personnes qui sont travailleurs, extrêmement optimistes, dynamiques, qui croient au mérite, qui croient au respect, qui croient à l'éducation. Donc c'est une, je dirais, une nouvelle génération d'Africains très portés vers le mérite. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan annonçait le lundi 6 juin dernier, jour même de la publication de l'étude Ipsos sur la classe moyenne, une baisse de 5% du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Parallèlement, l'on enregistre une percée de la classe moyenne estimée à 19% de la population. Une réalité que les concernés décrivent eux-mêmes. Je pense être de la classe moyenne parce qu'aujourd'hui, je vis pas aussi bien que la classe supérieure, je ne vis pas aussi mal que la classe inférieure. Je peux me permettre de sortir, je peux me permettre d'aller au cinéma quand je veux, j'ai une voiture, comme on a vu dans l'étude tout à l'heure, j'ai une voiture, j'ai un micro-ondes chez moi, j'ai tout ce qu'il faut au minimum à une classe moyenne. On assiste à une émergence de la classe moyenne. Elle est réelle. C'est la qualité de vie. Au niveau de la santé, on assiste de plus en plus à la fréquentation des centres, des cliniques. Au niveau des supermarchés, on assiste de plus en plus à la consommation. Dans les foyers, dans les ménages ivoiriens, on assiste de plus en plus à des foyers qui sont de plus en plus équipés. Pour l'économie, l'existence d'une classe moyenne est source de croissance inclusive. La population basculant d'une position de subsistance vers une société de consommation. Avec le retournement sur les marchés des matières premières, la croissance économique chez les émergents et notamment en Afrique est très fragile. Il va falloir un socle de consommation intérieure et c'est la classe moyenne qui va développer cette consommation intérieure. Il n'y a que la classe moyenne qui peut tirer la croissance véritablement dans un pays. C'est celle qui a une consommation régulière, c'est celle qui a un revenu régulier et c'est celle sur laquelle on base véritablement un développement. Des 5 pays concernés par l'étude, à savoir le Maroc, le Nigeria, le Cameroun, le Kenya et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont la plus forte projection positive sur l'avenir. 90% des ménages de classe moyenne estiment en effet que leur vie va évoluer. Coopération Côte d'Ivoire-Japon. Le Japon apporte à la Côte d'Ivoire une aide de plus de 2 milliards de francs CFA pour la production piscicole. Une aide pour contribuer à la réduction du déficit en production halieutique. À terme, cet appui va permettre d'améliorer la production nationale. Mamadou Kwasi. Face à la rareté des produits halieutiques dans nos eaux, le gouvernement ivoirien met l'accent sur la production piscicole. Une solution pour faire face au déficit du poisson sur le marché local. Pour accompagner le gouvernement dans cette initiative, l'État japonais s'engage à financer le projet de relance de la production piscicole continentale en Côte d'Ivoire, un financement estimé à 2 milliards 350 millions de francs CFA. Cet appui va porter essentiellement sur le renforcement des capacités des acteurs du secteur piscicole et la mise en place de projets pilotes. Pour la première phase, ce sont des sociétés coopératives qui seront retenues dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Avec le ministre des Ressources animales et halieutiques, le nouveau responsable résident de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA a réaffirmé la volonté du Japon à accompagner la Côte d'Ivoire dans l'autosuffisance en produits halieutiques. Deuxièmement, c'est la coopération technique, renforcement de capacités et des ressources humaines en ce qui concerne la pisciculture antérieure, etc. À partir de 2 projets, nous devrions donc bénéficier davantage à la population ivoirienne en matière d'exploitation des ressources halieutiques. Le ministre Kobena Kwasi Agumani a salué le début de réalisation du projet d'aménagement des débarcadères et de la construction du marché central de la commune de Sassandra, des projets pour la promotion de la pêche artisanale. Nous aussi, nous avons pris l'engagement aux côtés du Japon de faire en sorte que la notion de gestion durable des ressources halieutiques soit privilégiée parce que ça fait partie des combats du Japon et la Côte d'Ivoire entend aussi s'engager dans cette même voie. À l'invitation du gouvernement japonais, une délégation du ministère des Ressources animales et halieutiques va séjourner au Japon du 11 au 18 juin prochain dans le cadre d'une formation en produits piscicoles. Un mot de religion, le président de la République a fait des dons à la communauté musulmane en ce mois de Ramadan. Des dons composés de plusieurs tonnes de riz et de sucre. Ils ont été remis hier par son conseiller spécial chargé des cultes au Conseil supérieur des imams. Des dons en vivres du chef de l'État à la communauté musulmane en période de jeûne.
c'est désormais une tradition. Cette année encore, elle a été respectée. En ce deuxième jour du Ramadan, c'est le conseil spécial du président de la République chargé des cultes qui est venu les bras chargés au siège du COSIM, le Conseil supérieur des imams. J'ai le plaisir de vous annoncer ici les dons présidentiels qui consistent, en ce qui concerne le COSIM Abidjan, de 5 tonnes de sucre, de 5 tonnes de riz et d'une somme en espèces de 3 millions. Pour l'ensemble du territoire, c'est 379 tonnes de riz et de sucre. Au nom du cheikh Bouakari Fofana, l'imam Aboudraman Kouni a traduit la reconnaissance de l'ensemble de la communauté musulmane au président de la République. C'est un geste qui nous va droit au cœur et c'est un geste qui est appréciable et qui est apprécié aussi par tous les imams, Inch'Allah. S'il est solidaire, ce don revêt également une haute portée spirituelle. Selon les Écritures saintes, donner de quoi à rompre le jeûne équivaut au mérite engrangé par le jeûneur. Et ce deuil qui frappe la culture en Côte d'Ivoire, François Cognan n'est plus. Il est décédé hier à la suite d'un malaise. François Cognan est le fondateur de la radio Jam FM. Sa disparition est une grande perte pour le monde culturel ivoirien, nous dit Serge Coléa. Certains artistes l'appelaient affectueusement Papa Cognan, d'autres préféraient simplement dire le vieux. Pour le monde du showbiz, c'était tout simplement un pionnier. François Cognan, l'homme de culture, le mécène, le producteur, le promoteur de la culture ivoirienne, est décédé ce mardi à Abidjan. Dès le début des années 80, il était au service du monde de l'art et singulièrement de la musique en Côte d'Ivoire. Il monte son premier studio d'enregistrement à Trècheville, baptisé Le Bronx. À cette époque, il produit plusieurs artistes. Un des succès les plus retentissants de François Cognan, c'est la création du groupe à succès Les Ouya. Le groupe Ouya a connu un grand succès dans les années 80 grâce à son management. On peut citer des artistes qui ont pu se révéler au sein de cette formation artistique. Marcel Yassé, David Taïro, Tian, Manu Gallo et bien d'autres. En 2000, il se lance dans le monde des médias en créant la radio Jam FM. Ce grand producteur d'artistes a été décoré en 2013 par la grande chancelière pour l'ensemble de sa carrière. À l'étranger, au Kenya, l'opposition est à nouveau dans la rue pour protester contre la commission électorale. Lundi dernier, l'alliance de l'opposition, la coalition pour les réformes et la démocratie de l'ex-premier ministre Raila Odinga a appelé à manifester dans tout le pays. Pour l'opposition, la commission électorale est favorable au camp présidentiel. Salima Toudia, Hamza Diaby. Nouveau regain de tension au Kenya. Pas de réforme, pas d'élection. Voilà ce que scandaient des manifestants de l'opposition dans les rues de Nairobi ce lundi. Devant le siège de la commission électorale, un cortège de la coalition pour les réformes et la démocratie, le CORD de l'opposition. À sa tête, l'ex-premier ministre Raila Odinga qui demande la dissolution de l'institution après l'échec des discussions avec le gouvernement d'Ouro Kenyatta. Nous avons répété toutes les fois que nous aimerions organiser des manifestations pacifiques pour exprimer notre mécontentement face à la commission électorale indépendante et ses limites. Et nous avons dit que le temps est venu pour la commission de rentrer chez elle. L'avenir de ce pays est directement tributaire de la façon dont nous menons nos élections et comment nous élisons les dirigeants au pouvoir. Si des voleurs sont de connivence avec l'IEBC pour venir au pouvoir, les Kenyans de bonne volonté vont dire non. La société civile, pour sa part, accuse la commission électorale d'être du côté du camp au pouvoir et d'y craindre pour l'équité de la présidentielle de 2017. Ces manifestations avaient été interdites par la police avant d'être finalement autorisées par la haute cour kenyane. Elles se sont étendues sur l'ensemble du territoire national, faisant des dégâts matériels et humains. 2 morts par balle et de nombreux blessés à Kisumu, dans l'ouest du pays, lors de violents affrontements entre forces anti-émeutes et manifestants.
Loin du Kenya, en Turquie, 11 personnes, 7 policiers et 4 civils ont été tués et 36 autres blessés hier dans un attentat à la bombe survenu dans un quartier historique d'Istanbul. L'attentat s'est produit au deuxième jour du mois de jeûne musulman du Ramadan, alors que la Turquie vit depuis plusieurs mois en état d'alerte renforcée en raison d'une série d'attaques attribuées à l'aile ou liées à la reprise du conflit kurde. Gabriel Zani. Istanbul, la plus grande ville de la Turquie, à nouveau frappée par le terrorisme. 11 personnes ont été tuées ce mardi matin dans un attentat à la voiture piégée visant un bus de la police dans un quartier historique d'Istanbul. La bombe aurait été actionnée au passage de 2 bus de police à 8h30 du matin. 7 policiers anti-émeutes et 4 civils ont été tués sur le coup. Parmi les 36 blessés, plusieurs seraient dans un état critique. De nombreuses ambulances et voitures de pompiers ont été envoyées vers le lieu de l'explosion. 4 suspects auraient été interpellés par la police et conduits au siège de la sûreté pour être interrogés, a rapporté l'agence pro-gouvernementale Anatolie sans autre détail. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais le mode opératoire, la voiture piégée et la cible, la police anti-émeute évoquent pour le président et pour les experts une action des groupes radicaux du Kurdistan, une région en lutte contre l'État turc depuis 30 ans. Istanbul a déjà été victime de 2 attentats suicides commis par des hommes de l'État islamique en janvier et en mars 2016. Des attentats qui visaient des touristes. Toujours au plan international, la police de Papouasie, Nouvelle-Guinée, a ouvert le feu ce mercredi sur des étudiants qui manifestaient à Port Moresty, la capitale, et jusqu'à 7 personnes auraient été blessées selon les médias. Selon l'Organisation internationale des migrations, 320 migrants sont morts dans le naufrage au large de la Crète vendredi dernier. En tout, plus de 10 000 personnes ont péri en Méditerranée depuis 2014, selon l'ONU. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.